Soudain, il n'y eut plus de route. Elle longeait la vallée comme n'importe quelle autre route, entre des pentes de terre stériles et pierreuses et des chênes verts, laissait derrière elle un vaste champ de blé isolé dans le désert. Elle arrivait tout près de la petite maison blanche, contiguë au champ de blé, et puis s'évanouissait, comme si elle ne devait plus servir à rien, n'avait plus besoin d'être. Cela n'avait guère d'importance, car le réservoir était vide. Drew Erickson serra le frein de l'antique voiture et quand elle fut immobilisée, il resta assis sans parler, regardant ses grandes et rudes mains de fermier. Molly parla, sans bouger du coin où elle était blottie à côté de lui. On a dû prendre le mauvais chemin sur cet embranchement là-bas. Drew hocha la tête. Les lèvres de Molly étaient presque aussi blanches que son visage, seulement elles étaient sèches, alors que sa peau était moite de sueur. Sa voix était plate, sans résonance, presque sans expression. Drew, dit-elle. Drew, quoi que nous allons faire maintenant? Drew regardait ses mains, des mains de fermier, des mains que le vent sec, affamé, qui n'avait jamais assez de bonne terre à dévorer, avait d'un souffle laissé sans faire à labourer. Les gosses, sur le siège du fond, s'éveillèrent et se dégagèrent de l'amas poussiéreux de ballots et de literies. Ils levèrent la tête par-dessus le dossier du siège avant et dirent « Pa, pourquoi qu'on s'arrête? On va manger maintenant? On a terriblement faim. On peut manger maintenant, Pa ?» Drew ferma les yeux. Il détestait la vue de ses mains. Les doigts de Molly touchèrent son poignet, très léger, très doux. Drew, peut-être que la maison il nous donnerait quelque chose à manger. Une ligne blanche apparut autour de la bouche de l'homme. Mendier, dit-il, la voix rauque. Y a encore aucun de nous qui a jamais mendié. Y a aucun de nous qui mendiera jamais. La main de Molly se referma sur son poignet. Il se retourna et vit les yeux de la mère. Il vit les yeux de Suzy et du petit Drew qui le regardaient. Lentement, toute raideur disparut de son cou et de son dos. Son visage se défit, se vida, se déforma comme un objet qui avait été battu trop fort et trop longtemps. Il sortit de la voiture et monta le sentier jusqu'à la maison. Il marchait d'une allure incertaine, comme un homme malade ou presque aveugle. La porte de la maison était ouverte. Drew frappa 3 fois. Il n'y avait rien à l'intérieur que le silence et un blanc rideau de fenêtre qui s'agitait, flottait dans l'air lent et lourd. Il le savait avant d'y entrer. Il savait que la mort était dans la maison. C'était cette sorte-là de silence. Il traversa une petite salle de séjour, claire et propre, puis un petit hall. Il ne pensait rien. Il avait dépassé la pensée. Il allait vers la cuisine, sans hésiter ni chercher, comme un animal. Puis il regarda par une petite porte ouverte, et il vit le mort. C'était un vieil homme, étendu sur un lit propre et blanc. Il n'était pas mort depuis longtemps, pas depuis assez longtemps pour prendre sa dernière expression de paix. Il avait dû savoir qu'il allait mourir, car il portait des vêtements pour la tombe. Un vieux complet noir, propre, net, brossé, et une chemise blanche toute propre avec une cravate noire. Une faux était appuyée au mur, à côté du lit. Entre les doigts du vieil homme, il y avait une pampe de blé encore fraîche, une pampe mûre, dorée, alourdie par l'épi. Drew entra dans la chambre, marchant doucement. Un froid était tombé sur lui. Il enleva son chapeau cabossé, poussiéreux, et resta debout près du lit, à regarder. Le papier était ouvert sur l'oreiller, près de la tête du vieil homme, posé là pour être lu. Peut-être une requête à propos de l'enterrement? Un appel à quelques parents? Drew, les sourcils froncés par la tension, suivait les mots en remuant ses lèvres pâles et sèches. Pour celui qui se tient debout à côté de mon lit de mort. Saint d'esprit, seul au monde comme il en a été décidé. Moi, John Burr, je donne et lègue cette ferme avec tout ce qui en dépend à l'homme qui doit venir. Quel que soit son nom et son origine, cela n'importe point. La ferme est à lui, et le blé, la faux et les tâches qu'elle commande. Qu'il les prenne, librement et sans se poser de questions, et qu'il se souvienne que moi, John Burr, je ne suis que celui qui donne, et non celui qui ordonne. Ce à quoi j'appose ma signature et mon sceau ce 3e jour d'avril 1938. Signé John Burr, Kerry Ellison. Drew retraversa la maison et ouvrit la contre-porte. Il dit « Molly, viens, entre. Vous les gosses, restez dans l'auto. » Molly entra. Il la conduisit à la chambre. Elle regarda le testament, la faux, le champ de blé qui se balançait sous le vent chaud au-delà de la fenêtre.
Sa figure blême se pinça, elle se mordait les lèvres, s'accrocha au bras de son mari. « C'est trop beau pour être vrai. Il doit y avoir une ficelle d'attacher quelque part. » Drew dit. « C'est la chance qui tourne, tout simplement. Nous avons du travail à faire, des choses à manger, un toit contre la pluie au-dessus de nos têtes. » Il toucha la faux. Elle brillait comme une demi-lune. Des mots étaient gravés sur la lame. « Qui me branle et branle le monde ?» Cela n'avait guère de sens pour lui, à ce moment-là. « Drew, » questionna Molly, regardant les mains jointes du vieil homme, « pourquoi serre-t-il ainsi cette tige de blé dans ses doigts ?» Un son rompit à cet instant le lourd silence. Les gosses gravissaient le perron de devant. Molly eut un sursaut. Ils vécurent dans la maison. Ils avaient enterré le vieil homme sur une colline et prononcé sur lui quelques paroles. Puis ils étaient revenus, avaient balayé la maison, déchargé la voiture et mangé quelque chose, car il y avait des provisions, des tas, dans la cuisine. Et pendant 3 jours, ils ne firent rien qu'à ranger la maison pour y vivre à 4 et regarder les terres, et dormir dans de bons lits et se regarder les uns les autres dans leur surprise de voir toutes ces choses leur advenir. Et leur estomac était plein. Et il y avait même, le soir, un cigare à fumer pour lui. Derrière la maison, il y avait une petite grange, et dans la grange, un taureau et 3 vaches. Et il y avait une cabane pour le puits et une cabane pour la source sous quelques grands arbres qui la gardaient fraîche. À l'intérieur de la cabane du puits, il y avait de grandes côtes de bœuf fumé. De quoi nourrir une famille 5 fois plus importante que la leur pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3. Il y avait une baratte, une boîte pour les fromages et de grandes cruches de métal pour le lait. Au 4e matin, Drew Erikson, couché dans le lit, regardait la faux. Et il sut qu'il était temps pour lui de se mettre au travail, parce que dans le long champ, le grain était mûr. Il avait vu, de ses yeux vus, et il ne voulait pas devenir paresseux ni s'amollir. 3 jours d'oisiveté, c'était suffisant pour n'importe quel homme. Il se leva dans le premier parfum de l'aube, et prit la faux, et la tint devant lui tandis qu'il s'éloignait dans le champ. Il la leva à 2 mains et la battit. C'était un grand champ, trop grand pour être entretenu par un seul homme, et cependant un homme seul l'avait entretenu. À la fin de sa première journée de travail, il rentra tranquillement, la faux sur l'épaule, et, sur son visage, il y avait l'expression d'un homme perplexe. C'était un champ de blé comme il n'en avait jamais vu. Il était plus ou moins mûr selon les endroits, au lieu de porter partout des plants pareils. Le blé ne devait pas faire cela. Il n'en parla pas à Molly, ni de plusieurs autres choses au sujet de ce champ. Comment, par exemple, le blé pourrissait peu d'heures après qu'il l'avait coupé. Le blé ne devait pas faire ça non plus. Oh, il n'était pas extrêmement préoccupé. Après tout, la nourriture ne manquait pas sous la main. Le lendemain matin, le blé qu'il avait laissé pourrissant, coupé, avait repris et repoussé en petits germes verts, avec de véritables racines, nées une seconde fois. Drew Erikson se frotta le menton et se demanda pourquoi et comment ce blé se comportait ainsi, et à quoi il lui servirait s'il ne pouvait pas le vendre. Une fois ou deux, au cours de la journée, il marcha jusqu'en haut de la colline où était la tombe du vieil homme, simplement pour être sûr que le vieil homme était là, et peut-être avec une vague impression qu'il pourrait trouver une idée à propos de ce champ. De là-haut, il regarda et vit combien de terre il possédait. Le blé s'étendait sur 3 miles dans un sens, sur une largeur d'un quart de miles peut-être, avec des plaques mûres et dorées, des plaques juste germées, des endroits où le blé était tout vert, d'autres où le grain était fraîchement coupé par ses mains. Mais le vieil homme ne lui dit rien qui pût l'éclairer à ce sujet. Il y avait à présent des pierres et de la terre sur son visage. La tombe était dans le soleil, dans le vent et dans le silence. Alors Drew Erikson retourna sur ses pas pour se servir de la faux. Curieux. Content aussi, parce que cela semblait important. Il ne savait pas au juste pourquoi, mais il savait que c'était ainsi. Très, très important. Il ne pouvait pas laisser le blé tout simplement debout. Tout le temps, il y avait de nouveaux endroits qui mûrissaient. Et en calculant à haute voix, sans s'adresser à personne en particulier, il disait « Si je coupe le blé pendant 10 ans, juste chaque fois qu'il est mûr, je ne crois pas que je passerai 2 fois au même endroit. C'est un champ tellement vaste. » Il secouait la tête. Ce blé mûrit juste comme ça, jamais en trop grande quantité qui ne permettrait pas de le couper en une seule fois. Chaque jour, je coupe tout ce qui est mûr. Ça ne laisse rien que du grain vert ou de jeunes pousses. Et le lendemain matin, c'est régulier. Il y a quelque part des plaques mûres à point pour la faux. Tout de même, c'était salement idiot de couper le grain pour qu'il pourrisse à peine tombé.
À la fin de la semaine, il décida de laisser aller les choses pendant quelques jours. Il resta couché tard, à écouter le silence de la maison, qui ne ressemblait en rien à un silence de mort, mais un silence de choses vivant bien et joyeusement. Il se leva, s'habilla, déjeuna lentement. Il n'allait pas travailler, non. Il sortit pour aller traire les vaches, resta sur le perron à fumer une cigarette, alla faire une petite tournée par derrière, dans la basse-cour, et revint et demanda à Molly « Qu'est-ce qu'il était sorti faire ?»« Traire les vaches, dit-elle. « Ah oui, dit-il, et il ressortit. Il trouva les vaches qui attendaient, pis pleins et gonflés. Il tira leur lait et le mit dans des cruches à la cabane de la source, puis pensa à d'autres choses. Le blé, la faux. Pendant toute la matinée, il resta assis derrière la maison à rouler des cigarettes. Il fit un bateau joujou pour le petit Drou et un autre pour Suzy. Puis il baratta une partie du lait pour en faire du beurre et retira le petit lait. Mais le soleil lui tapait sur le crâne et il avait mal à la tête. Ça le brûlait. Il n'avait pas faim, pas envie de déjeuner. Il ne cessait de regarder le blé que le vent courbait, redressait, ébouriffait. Il ployait les bras, ployait les doigts, qu'il tenait appuyés sur ses genoux pendant qu'il était assis là, tendit la main dans le vide comme pour accrocher l'air, la peau agacée. Une démangeaison tourmentait le creux de ses paumes, les rendait brûlantes. Il se leva, s'essuya les mains sur sa culotte, se rassit, essaya de rouler une autre cigarette, prit une colère contre le mélange de tabac et jeta le tout en grommelant. Il avait la sensation qu'un troisième bras dont il avait été doté lui était subitement enlevé, ou qu'il avait perdu quelque chose de lui-même, mais qui avait toujours un rapport avec ses bras et ses mains. Il entendit le vent murmurer dans le champ de blé. Vers 1 heure, il ne faisait que sortir de la maison et y rentrer, se fourrait dans les jambes de tout le monde, pensait à creuser une fosse d'irrigation. Mais tout le temps, ce qui le préoccupait réellement, c'était le blé. Comme il était mûr et beau, et comme il avait besoin d'être coupé. Au diable! Il gagna la chambre à coucher à grands pas, retira la faux de ses crochets, resta debout, la faux à la main. Il se sentait rafraîchi. Ses mains n'éprouvaient plus de démangeaison, sa tête ne lui faisait plus mal. Le troisième bras lui était rendu. Il était de nouveau intact. C'était instinctif, aussi illogique que l'éclair qui frappe sans blesser. Le grain devait être coupé chaque jour. Il fallait qu'il soit coupé. Pourquoi ? Il fallait, c'était tout. Il riait à la faux que tenaient ses grandes mains. Puis, en sifflant, il s'en fut vers le champ mûr et en attente, et fit le travail. Il se dit qu'il était un peu fou. Et puis zut, c'était un champ de blé tout pareil aux autres, non ? Presque. Les jours trottaient les uns derrière les autres comme des chevaux bien sages. Drew Erikson commençait à comprendre son travail comme une espèce de douleur sèche, une faim, un besoin. Des choses se construisaient dans sa tête. Un midi, Suzy et le petit Drew riaient en jouant avec la faux, pendant que leur père déjeunait dans la cuisine. Il les entendit, il y alla et la leur retira, sans crier après eux, simplement l'air très soucieux, inquiet. Après cela, il enferma la faux quand elle ne servait pas. Il ne manquait jamais un jour de faucher. Soulevé, descendu, soulevé, descendu et balancé par le travers, ramené, soulevé et descendu et balancé par le travers, coupant. Soulevé, descendu, coupant. Soulevé. Pense au vieil homme et au blé qu'il tenait dans sa main quand il est mort, descendu. Pense à cette terre morte sur laquelle le blé vit, soulevé. Pense à ces invraisemblables damiers de blé mûr et de blé vert et de blé qui sort tout juste. Quelle façon de pousser ? Descendu. Pense à... Le blé déferlait en grande marée jaune autour de ses chevilles. Le ciel s'assombrit. Drew Erikson lâcha sa faux et se plia en deux, comprimant son ventre, les yeux ruisselants, aveuglés. La terre tournoya, gira. « J'ai tué quelqu'un !» Il haletait, étouffait, se pressait la poitrine, tomba sur les genoux à côté de la grande lame. « J'ai tué un tas de gens !» Le ciel vira, volta, comme un bleu manège de chevaux de bois à la foire du comté dans le Kansas. Mais sans musique, seulement des cloches dans les oreilles. Molly était assise à la table bleue de la cuisine à éplucher des pommes de terre quand il entra en trombe, traînant derrière lui sa faux. « Molly !» Il la voyait flotter devant ses yeux pleins d'eau. Elle était là, assise, les mains retombées,
ouverte, attendant qu'il lâche enfin ce qu'il avait à dire. « Fais nos paquets, dit-il en regardant le sol. « Pourquoi ? Nous partons, répondit-il sombrement. « Nous partons ? Questionna-t-elle. Le vieil homme, sais-tu ce qu'il faisait ici ? C'est le blé, Molly, et c'est la faux. Chaque fois que tu abats cette faux sur le blé, des gens meurent. Peut-être 100 et peut-être 1000. Tu les coupes et… » Molly se leva, poussa le couteau d'un côté, les pommes de terre de l'autre, et dit, compréhensive, « Nous avions beaucoup voyagé, et très peu mangé jusqu'à ce mois dernier, et tu t'es remis tout de suite à travailler dur, et tu es fatigué. J'entends des voix, là, dehors, des voix tristes, dans le blé, des voix qui me disent d'arrêter, qui me disent de ne pas les tuer. Drew !» Il ne l'entendit pas. Le champ pousse fou, tout embrouillé, comme quelque chose de sauvage. Je ne te l'ai pas dit, mais ça ne devrait pas être comme ça, c'est mal. Elle le regarda. Il avait des yeux de verre bleu, rien d'autre. Tu penses que je suis dingo, dit-il. Mais attends voir que je te raconte. Oh Seigneur Dieu, Molly, aide-moi. Je viens de tuer ma mère. Arrête, dit-elle fermement. Tais-toi. Une tige de blé que j'ai coupée, et je l'ai tuée. Je l'ai senti mourir. C'est comme ça que je viens de découvrir. Drew! Sa voix était comme une gifle en travers de la figure, fâchée, et maintenant effrayée. Tais-toi! Oh, Molly! La faux lui tomba des mains, tintant lugubrement sur le sol. Elle la ramassa avec un mouvement de colère et la mit dans un coin. 10 ans que je suis avec toi, dit-elle. Quelquefois, nous n'avons eu dans la bouche que des prières et la poussière des chemins. Maintenant, toute cette chance soudaine, tu peux pas le supporter. Elle alla chercher la Bible dans la salle de séjour. Elle feuilleta rapidement. Les pages faisaient le bruit des épées de blé se froissant sous une petite brise lente. « Assieds-toi et écoute, dit-elle. Un son entrait dans la cuisine avec le soleil, le rire des petits à l'ombre du grand chêne vert à côté de la maison. Elle lut dans la Bible, levant de temps en temps les yeux pour voir ce qui arrivait au visage de Drew. Après ça, elle lut chaque jour un passage de la Bible. Le mercredi suivant, une semaine plus tard, Drew se rendit à la ville la plus proche pour voir à la poste restante si le courrier était passé. Il y avait une lettre pour lui. Quand il rentra à la ferme, il paraissait 200 ans. Il tendit la lettre à Molly, résumant son contenu d'une voix froide, cahotante. Mère morte. Mardi. 1 heure après midi. Son cœur… Tout ce que Drew Erickson put dire fut « Mets les gosses dans la voiture. Mets-y toutes les provisions que tu pourras. Nous continuerons sur la Californie. » « Drew, dit la femme, tenant la lettre à la main. Tu sais bien toi-même que c'est une terre pauvre pour le blé. Pourtant, regarde comme il est mûr. Et je t'ai pas tout dit. Il mûrit par plaques, un peu chaque jour. C'est pas bien. C'est pas normal. Et le lendemain matin, sans aide, sans labour, sans semaille, il en repousse. Mardi dernier, il y a une semaine, quand j'ai coupé le grain, j'ai senti comme si je déchirais ma propre chair. J'ai entendu quelqu'un crier. On aurait dit tout juste « Et aujourd'hui, maintenant, cette lettre ?» Elle dit « Nous restons ici. »« Molly !»« Nous restons ici, où on est assuré de manger et de dormir, de manger convenablement et de vivre longtemps. Je ne vais pas encore laisser mes enfants mourir de faim. Jamais. » Le ciel était bleu à travers les fenêtres. Le soleil se glissait en biais, touchant la moitié du calme visage de Molly, faisant luire un œil d'un bleu scintillant. 4 ou 5 gouttes tombèrent, lentement, brillantes, avant que Drew soupirât. Le soupir était rauque, résigné, là. Il hocha la tête en même temps qu'il la détournait. « Entendu, dit-il, nous resterons. » Il prit la faux d'une main faible, indécise. Les mots gravés sur le métal lui sautèrent aux yeux, d'un éclat cruel. « Qui me branle ébranle le monde ?» « Nous resterons. »